Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons une entrepreneuse, Katiana Levzak, gérante de l'atelier pressing, un pressing artisanal installé dans les Yvelines. Bonjour Katiana, peux-tu te Bonjour. présenter et nous dire ce que tu entreprends aujourd'hui? Alors, je m'appelle Katiana, j'ai 37 ans, j'ai créé l'atelier pressing il y a à peu près 3 ans, maintenant 3 ans. Mon activité est essentiellement le pressing et une activité retouche, donc nettoyage de vêtements et parfois confection ou reprise de vêtements. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce commerce, ce pressing? Une opportunité, opportunité dans le sens où le local, c'était un local de disponible, une activité que ma maman avait exercée déjà depuis longtemps et un secteur d'activité que je connaissais assez bien. Et un domaine, le textile, qui, que je connaissais aussi assez bien, oui, pour avoir été dans le textile plusieurs années. Ça fait aujourd'hui 3 ans. Comment t'es venue cette idée, là, de départ, l'opportunité, mais globalement, c'est une chose que tu avais envie de faire depuis longtemps ou pas du tout? Pas forcément, pas forcément. C'était une opportunité. Enfin, vraiment, j'étais à la recherche d'un emploi. Je m'occupais de ma fille en bas âge et en même temps, je réfléchissais sur un projet professionnel. Et il s'est avéré qu'avec ma maman, on y a pensé, on y a réfléchi et on s'est dit pourquoi pas recréer un pressing à plaisir alors qu'il n'y en avait plus, à part un pressing non artisanal dans la galerie de champs. Alors, quelle est la spécificité de ton pressing justement? Artisanal, c'est-à-dire? Artisanal dans le sens où on prête un soin particulier aux vêtements. C'est-à-dire que quand notre concurrent qui fait du discount, donc des prix assez attractifs, ne réalise que peut-être 3 opérations sur un vêtement, c'est-à-dire ouvrir le houblot, mettre dans la machine et sortir de la machine, on en fait peut-être un peu une dizaine. Donc on réceptionne le vêtement, on brosse les poches, on brosse les revers quand il y en a, les ourlets, on détache quand il faut, et on retraite le vêtement si on n'est pas satisfait du résultat. Ce que ne fait pas mes concurrents très proches. C'est la définition d'un pressing traditionnel finalement. Et Et un repassage main soigné. comment répartir un peu ton activité aujourd'hui? Ta journée type ou avec qui tu travailles? Tu travailles toute seule Non, avec ma maman qui est gérante avec moi, associée gérante. On se partage le travail entre les retouches et le pressing. Chacune a sa tâche et on peut et vice versa. On est chacune habilitée à effectuer des tâches différentes. Et ça se comment dire, ça se traduit par un accueil de la clientèle essentiellement, et puis la réalisation du travail, soit en nettoyage à sec, soit du nettoyage, soit en retouche, et voilà, jusqu'à la livraison du vêtement, en grande partie. qui sont-ils aujourd'hui, tes concurrents? Alors ils sont on va dire de deux sortes, deux formes. Les premiers sont localisés dans les galeries marchandes, ce sont les principaux pressing discounters qui réalisent des prix vraiment attractifs et très bas, qui ne réalisent pas un travail non plus exceptionnel. Et ensuite, il y a une deuxième forme qui est apparue il y a quelques années, ce sont les conciergeries d'entreprise, qui n'existaient pas à l'époque où ma maman a créé son pressing, et qui, je pense, mettent à mal cette profession. Dans le sens où ce sont des pressings là industriels, c'est-à-dire industriels parce qu'ils sont à grande échelle, parce que peut-être que certaines opérations sont réalisées de manière industrielle, par exemple le repassage des chemises est fait par des mannequins, comme il est réalisé dans certains palaces parisiens, par exemple. C'est un matériel qui est très très cher, mais effectivement, le coût, enfin, vous repassez une chemise en 30 secondes. Donc effectivement, il faut un rendement. Et donc vous avez des conciergeries d'entreprise qui font appel à ce genre de pressing-là, un peu comme des sociétés comme Elis, on connaît un peu plus Elis, qui commencent à prendre aussi des parts de marché dans le nettoyage à sec, et qui mettent à mal les petits commerces et les pressings traditionnels. Parce qu'ils s'implantent dans des entreprises où il y a en général entre 300 voire plus de 1000 salariés sur les sites, comme à Thales à côté. Et effectivement, c'est autant de clientèle qui ne viendront pas jusqu'à moi, parce que tout est sur place et sur leur lieu de travail.
qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour toucher cette population de manière plus... Des moyens financiers. Ouais. Ouais. Le mal est là. Je crois qu'il est là pour tous les artisans et entrepreneurs. Les banques ne suivent pas, c'est le chat qui se mord la queue. On a besoin de se développer, donc il nous faut du financement, mais pour avoir du financement, il faut qu'on puisse aussi se développer. Ou et inversement. Ben, par exemple, il m'aurait fallu un véhicule peut-être pour que je puisse proposer des services de livraison tant aux particuliers qu'aux professionnels. Et sans financement, j'ai pas de véhicule, mais sans véhicule, je peux pas développer mon activité. Donc je reste en statu quo finalement. J'attends que ça se passe. Du coup, les banques sont freins dans cette démarche. Elles sont frileuses, oui, mais pourtant le risque pour une TPE comme la mienne est minime. Au pire des cas, c'est un véhicule en leasing qui revient à la banque si j'arrive pas à payer les mensualités, mais malgré tout, elles sont très très frileuses. Et c'est malheureux, elles soutiennent pas les entreprises aujourd'hui, elles jouent pas leur rôle. Et ça, c'est très décevant. L'argent va à l'argent et finalement on prête qu'aux riches. C'est ce que j'en retiens. Bon, parlons de tes clients un petit peu. Quelle relation entretiens-tu avec tes clients? Les meilleurs possibles. J'essaie j'essaie d'être joyeuse, avenante, agréable pour que voilà, ma clientèle revienne et qu'elle soit fidèle. Aujourd'hui, une clientèle est de moins en moins fidèle, elle est volatile. C'est-à-dire qu'elle va fréquenter mon commerce quelque temps, puis disparaître. Donc je me poserai toutes les questions, je vais me prendre la tête en me demandant mais pourquoi ce client-là je le vois plus, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, un beau jour, il va revenir et je sais pas pourquoi, il va m'apporter le même volume de vêtements qu'auparavant, mais voilà, il aura été ailleurs pendant un laps de temps. Et donc c'est une clientèle très volatile finalement. Elle est très difficile à capter, déjà d'une, et très volatile, ouais, parce que les gens vont au plus vite, au plus proche, au plus vite pour eux. Ils ont la tête dans le guidon comme nous tous, et ben, quand ils trouvent un peu moins cher peut-être, ils courent aussi peut-être les prix. Ils courent la facilité, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ont leur frein dans leur voiture depuis 2 semaines et elles s'arrêtent là, hop hop hop, elles me déposent. Et d'autres, je pense qu'elles courent le prix, tant pis pour le service. C'est avant tout le prix. Même si leurs costumes leur reviennent dans le même état, elles ont l'impression qu'ils ont été nettoyés, mais c'est pas le cas. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui pour ce commerce? Comment tu le vois évoluer? Je vois mal évoluer. Pour moi, c'est un métier en voie de disparition, parce que les modes vestimentaires au travail ont changé, déjà. On n'est plus obligé de s'habiller en costume pour aller travailler aujourd'hui, même si certaines professions devraient s'y remettre, je pense. Euh, on y va plus en jean, veste, bref, et puis c'est toute une nouvelle génération qui n'a pas du tout l'habitude de fréquenter le pressing, qui le découvre peut-être la première fois quand il faut faire nettoyer le costume pour le mariage. J'ai cette impression-là aujourd'hui. Et donc je pense que c'est un métier en voie de disparition réellement. Une fois que la génération baby boomer sera à la retraite, il restera très très peu de pressing et il y aura des pressings, il y aura un monopole pour ce genre d'activité. Ce sera détenu par Elis, des pressings vraiment à échelle industrielle, qui proposeront des services peut-être à domicile avec aucune devanture. Ce sera vraiment une transformation dans ce métier. Ce sera un renouveau total, je pense. Toi, comment tu voudrais faire évoluer ton commerce justement, par rapport à ça? Par rapport à cette concurrence ou cette évolution? Moi, ça m'intéresse pas, tout simplement. Ça Tu, m'intéresse pas. tu voudrais pas faire évoluer ton activité vers, je sais pas, une conciergerie ou des choses comme ça? C'est difficile, enfin, comme je disais tout à l'heure, Mm. il faut les moyens de se développer. Aujourd'hui, je les ai pas. Si on me donnait les moyens, oui, effectivement, je pense que je pèterais la baraque parce que j'ai plein d'idées. Mais sans moyens financiers, effectivement, voilà, on communique sur Facebook. Mais effectivement, avec beaucoup de moyens, oui, je pourrais embaucher déjà. Me libérer de ma tâche journalière qui est de repasser du linge et de le traiter, et puis développer une activité commerciale. Développer un aspect beaucoup plus commercial de mon activité, mais sans pouvoir, je peux pas embaucher, donc je peux pas me libérer de ce côté-là. Ouais, à moins de travailler, j'ai une famille et je me vois pas, et puis je suis rincée le soir. Je, à 21h, il n'y a plus personne, en général. Donc, même avec la meilleure volonté du monde, effectivement, il faut se battre, mais peut-être parce que, oui, peut-être aussi que je suis un peu démotivée, effectivement.
après 3 ans d'activité, voyant comment c'est dur et le fait que je puisse pas me rémunérer à la juste valeur de mon travail, oui, peut-être aussi un peu de démotivation, mais ouais. Je pense que le grand problème, c'est les moyens financiers. Ouais. On va parler un peu plus de ta carrière entrepreneuse. Bon, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir? Enfin, quelque chose dans ton enfance? Enfin, voilà, enfin, pourquoi aujourd'hui tu es entrepreneuse? Parce que j'ai une maman commerçante et un oncle et une tante qui sont décédés aujourd'hui d'ailleurs, qui n'ont même pas profité de leur retraite, qui sont tués à la tâche, qui étaient boulangers. Et effectivement, j'ai valdingué entre une mercerie, plus tard un pressing et puis une boulangerie. Donc j'étais baignée dans ce milieu-là, je pense. Un enfant de fonctionnaire, je pense, aura de grandes chances de devenir fonctionnaire et un enfant de commerçant également, à moins qu'il ait enrogé cette activité. Mais voilà, je pense qu'on transmet à ses enfants, à vérifier sociologiquement, mais je pense qu'on transmet à ses enfants son métier, la plupart du temps. Enfin, c'est toute l'histoire des classes sociales, une grande partie, je pense. Donc, aujourd'hui, bah, quel bon conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer justement? Ne pas se lancer. Forcément. Ne pas se lancer, sincèrement. S'il a le moindre doute, ne pas le faire. Ou alors si, mais enfin, faut vraiment que son activité, je lui dirais attention, la place c'est le business, comme on dit. Enfin, le lieu c'est le business, ton activité dépend de ça. Maintenant, est-ce que tu peux pas développer ton activité différemment, c'est-à-dire être à ton compte sans avoir de local commercial, sans avoir de devanture, parce que ce sont des charges énormes, ou du moins dont tu peux te passer avec l'expansion du commerce en ligne. Même si je pense que j'espère que les gens reviendront à une certaine forme de commerce pour justement redévelopper ou s'approprier à nouveau le lien social qu'on peut avoir dans les commerces. Maintenant, à son compte, finalement, pourquoi faire? Qui se pose les bonnes questions. Je dirais que c'est une charge de travail énorme. Qu'aujourd'hui, si je pouvais revenir en arrière, bah, je crois que je serais fonctionnaire. 9h-16h, ça m'irait bien. Même si je suis payée au SMIC. Au moins, je finirai à l'heure, même avant. Et non, je pense que, bien sûr, on a des avantages. On est son propre patron, et encore, moi, ça m'a jamais dérangé d'en avoir un, mais effectivement, on a cette liberté de choisir comment on veut développer son affaire, cette liberté d'entreprendre finalement qui est exceptionnelle, qu'on nous donne pas, que toute société ne nous donne pas en étant salarié. Donc effectivement, c'est très plaisant de se dire que on a réussi, on met en place des actions, apporte leurs fruits. Tout ce métier d'analyse aussi, c'est très enrichissant. Mais ce sont des libertés qu'on paye cher, ouais, qu'on paye cher. Tes plus belles réussites dans ton métier d'entrepreneur? D'avoir dépassé le cap des 3 ans, déjà, ça n'est c'est que 50% des entrepreneurs cessent leur activité au bout de 3 ans, donc déjà, je fais partie des 50% restants. Non, la plus belle réussite, c'est de voir des clients qui rentrent dans ma boutique juste pour me dire bonjour. Voilà. Ou, ouais, je pense que c'est ça. C'est le lien social que j'ai réussi à créer avec certaines personnes, je pense. Donc, inversement, quelles sont tes plus grosses déceptions? C'est qu'ils sont partis sans dire au revoir. La plus grosse déception, bah, c'est celle aujourd'hui de se sentir borderline en fait. C'est ça, je pense. C'est-à-dire, Bah, c'est de se dire que sa plus grosse déception, c'est de voir l'évolution de son métier finalement et de se dire que bon, il reste encore peut-être 5 à 10 ans maximum. Et borderline dans le sens où
on est se sentir peut-être proche de la fin. Enfin, on est en train de se poser la question, bon alors voilà, j'ai bientôt fini de payer mes dettes, rembourser mon crédit. Qu'est-ce que je fais plus tard? Parce que est-ce que ça vaut le coup de continuer? Voilà. Tout est énergie. Donc, on va finir par la question ultime. Quelle est pour toi la différence entre un bon et un mauvais entrepreneur? Euh, Peut-être que le bon... C'est difficile de répondre parce que finalement, on s'identifie au bon ou au mauvais. Peut-être que le bon, c'est celui qui réussit, qui a le succès, successful, qui est gorgeous et qui peut... ouais, qui a réussi, quoi. Qui a une belle voiture. Sur leitmotiv, je sais pas. S'il y avait une recette à succès, on aurait tous et on serait peut-être tous des bons entrepreneurs. Même si la société veut nous engouffrer dans cette voie en nous mettant tous à notre compte et sans statut social et tous indépendants, comme les livreurs de pizza aujourd'hui ou les coursiers à Paris. C'est peut-être ça le futur finalement. Travailler à la tâche et enfin, finalement c'est le passé. On ferait un bond en arrière et on travaillerait tous à notre tâche, enfin à la tâche, mais euh, je sais pas, c'est peut-être celui qui lâche pas l'affaire, qui va jusqu'à perdre son slip, je sais pas. Moi je me dis que le bon c'est celui qui sait réagir et qui se dit bon, alors j'ai tout fait, aujourd'hui il est temps. Il est temps. S'arrêter ou voilà, je sais pas. Et celui qui sait rebondir aussi finalement. On a un bel exemple, le gars qui a créé Mythique, il s'est mangé magistralement avec sa première société et quelques années plus tard, il crée un site de rencontre qu'il a revendu des centaines de millions de dollars, je crois, ou peut-être des millions de dollars. Le bon entrepreneur, c'est celui qui, après un échec, même s'il est cuisant, sait rebondir, je pense. Et puis, c'est peut-être celui qui a ça dans l'âme. Non, le mauvais entrepreneur, selon toi? Le mauvais entrepreneur, bah, c'est pas un bon. Finalement, on peut être un bon entrepreneur dans sa vie et pas dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie. Un mauvais, je sais pas si ça existe, finalement. C'est vrai. Mm. On est toujours bon à jeu. Bon, toujours. Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un mauvais entrepreneur Je pense qu'il n'arriverait pas à créer sa société s'il était déjà mauvais. Il n'arriverait pas jusque-là. Ou alors, ouais. Non, franchement, je vois pas. Je vois que les bons. Mm. Merci à toi, Katia. Bah, merci à vous.